Bonjour, mes chers élèves de la troisième année collégiale. Après avoir étudié les systèmes immunitaires, on a parlé de fonctionnement du système immunitaire, on a parlé de son renforcement et on est arrivé donc au dysfonctionnement du système immunitaire, c'est-à-dire des problèmes qui peuvent apparaître sur le système immunitaire. À partir de cette observation, notre système immunitaire, il protège nos organismes contre les antigènes, c'est ça sa fonction principale normalement, mais parfois, il présente des réponses immunitaires qui sont exagérées, c'est-à-dire supérieures à ce qui est normal. On parle donc d'un dysfonctionnement par excès. L'exemple de cette réponse exagérée sont donc les allergies. Les allergies. Il y a aussi d'autres dysfonctionnements, d'autres exemples. Ce sont les maladies auto-immunes. Le deuxième cas, c'est le cas contraire, c'est-à-dire qu'il y a une insuffisance au niveau de la réponse immunitaire. On parle donc d'un dysfonctionnement par défaut. On va prendre ici le cas d'une infection sexuellement transmissible généralement. C'est le cas du sida. On commence donc par les allergies. On va déterminer les causes et les symptômes de cette allergie. Vous savez que il y a un ensemble des éléments qui sont normalement non toxiques pour la plupart des corps, mais parfois, chez certaines personnes, ils peuvent être considérés comme des antigènes qui engendrent un dysfonctionnement exagéré. On parle donc des allergènes qui peuvent être d'origine sous forme de poils d'animaux ou au niveau des acariens. Ils peuvent être aussi des grains de pollen de végétaux variés. Donc, ces allergènes, ils peuvent engendrer un ensemble de symptômes qui sont liés surtout aux voies respiratoires, à savoir l'asthme, c'est-à-dire la respiration gênée par la constriction des bronches. Vous voyez ici le patient qui utilise le médicament qui élargit les voies respiratoires. Il y a des éternuements, il y a le nez rouge ou bouché parfois, des démangeaisons nasales, des écoulements nasales, des toux, c'est-à-dire la plupart des symptômes ils sont en relation avec le système respiratoire. Il y a d'autres origines de ces allergènes. Ils peuvent être d'origine alimentaire, par exemple les œufs, les poissons, les noix, les amandes, les fraises, etc. Donc il y a un ensemble d'aliments qui peuvent engendrer une réaction allergique. Il y a aussi des produits chimiques, à savoir donc des détergents, des médicaments, des produits cosmétiques qui peuvent entrer par d'autres voies, soit par la voie digestive ou par la peau ou par les yeux. Elles présentent aussi le cause des symptômes variés, des éruptions cutanées, c'est-à-dire des démangeaisons, des vomissements, des œdèmes, des démangeaisons oculaires, etc. Donc vous avez un ensemble de symptômes qui sont liés à l'allergie. Parfois, les allergènes sont difficiles à détecter. Le médecin, donc, il fait recours à un test subcutané, là où il va tester un ensemble d'allergènes qui sont suspectés. Donc, l'allergène présente une grande inflammation, c'est l'allergène responsable de l'allergie étudiée. Donc, l'allergie, c'est quoi? C'est une réponse immunitaire exagérée vis-à-vis des antigènes appelés dans ce cas les allergènes, peuvent être d'origine variée, poils d'animaux, les acariens, les produits chimiques, les aliments, les médicaments, etc., qui se présentent par des symptômes variés, comme on a vu, les œdèmes, l'asthme, les démangeaisons, etc. Et on a parlé ici de test médical qui est nécessaire pour identifier l'allergène responsable d'une allergie déterminée. On passe maintenant au mécanisme de la réaction allergique, c'est-à-dire comment se fait la réaction allergique. À partir de ce document, on va découvrir ces mécanismes. Vous voyez que la réaction immunitaire allergique, il se fait pendant deux phases. La première phase, il s'agit d'une phase de sensibilisation, c'est-à-dire lors d'un premier contact avec l'allergène. Ici, on prend l'exemple des graines de pollen. Le corps les considère comme des antigènes, donc il y a intervention des macrophages, la phase de reconnaissance, et puis la présentation de l'antigène au lymphocyte B, c'est-à-dire la voie humorale. Ces lymphocytes B
qui sont sensibilisés, sont activés, ils se multiplient pour se transformer en plasmocytes qui libèrent un type d'anticorps bien déterminé, bien spécifique pour ces réactions allergiques. Il s'agit des IgE, c'est-à-dire des immunoglobulines du type E, qui seront fixées sur des cellules appelées les mastocytes au niveau de leur membrane cytoplasmique. Donc, pendant cette phase, il n'y a pas d'apparition des symptômes, mais il y a une sensibilisation. Une fois l'allergène entre une deuxième fois dans le corps, il y aura une réaction immunitaire antigène-anticorps. Il y a déjà des IgE qui sont sur la surface des mastocytes qui vont réagir avec, ici, le grain de pollen. Donc, il s'agit d'une réaction antigène-anticorps. Cette réaction, elle va causer la libération des histamines qui sont déjà au niveau des vésicules dans la cellule appelée les mastocytes. Ces mastocytes donc vont libérer les histamines qui sont responsables de l'apparition des complications et des symptômes allergiques. Donc vous voyez, pour éviter les symptômes allergiques qui peuvent être parfois fatals pour le corps, soit on essaye d'éviter l'allergène si possible. S'il n'est pas possible, donc on doit utiliser les antihistamines, c'est-à-dire des médicaments, pour ne pas arriver à la réaction allergique qui peuvent être parfois très compliquées. Le deuxième cas, il s'agit donc du sida. J'ai dit c'est une infection sexuellement transmissible. Il fait partie des IST. Donc le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. En anglais, on le nomme AIDS. Les causes sont les suivantes. Il s'agit donc d'une maladie virale, le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, qui attaque des lymphocytes T4. Donc sa spécialité, ce VIH, il a une très grande affinité pour attaquer les lymphocytes T4, car il y a la présence des CD4, des récepteurs membranaires. Le VIH, comme tous les autres virus, elle injecte son matériel génétique. Le VIH, elle fait partie des virus qui ont l'ARN comme matériel génétique, donc il doit se transformer, cet ARN en ADN qui sera intégré à l'ADN du lymphocyte qui va donc produire un ensemble de virus. Il s'agit donc de la multiplication virale à l'intérieur des cellules hôtes. Pour les modes de contamination, dans 80% des cas, il y a une contamination sexuelle, non protégée. Il y a aussi une contamination à travers le placenta vers le fœtus, parfois par l'allaitement. Et puis, il y a une autre contamination par des instruments non stérilisés et qui sont pollués par le VIH. Donc, vous allez remarquer ici que le sida, c'est une maladie virale, c'est-à-dire d'origine causée par le virus. Ici, c'est le virus appelé le VIH, le virus d'immunodéficience humaine, c'est-à-dire spécial à l'homme, qui se transmet dans le corps par la contamination sexuelle, dans la plupart des cas, et aussi par l'entrée du VIH dans le sang. Le mode d'action du VIH, c'est-à-dire comment le VIH agit sur notre système immunitaire, on va le conclure à partir de l'analyse de ce graphique. Donc ce graphique nous montre 4 courbes, comme vous voyez ici, et 3 phases. On commence par la première phase. Vous allez marquer ici en rouge. Ce sont les variations de la quantité du virus. Après la contamination, c'est-à-dire l'entrée du VIH, il y a une augmentation du nombre. Pourquoi? Parce que le VIH, il attaque les T4, il se prolifère et il se multiplie à l'intérieur. Vous voyez donc le nombre des T4 en vert, vous voyez que le nombre diminue. C'est-à-dire lorsque le VIH augmente, les T4 diminuent. À un certain temps, vous voyez, il y a l'apparition des anticorps, ici, anti-VIH, ce qui bloque la multiplication des VIH. Vous allez remarquer qu'il y a une diminution du VIH. Pourquoi? Parce qu'il y a une apparition des anticorps VIH. Pendant cette phase, la personne contaminée ne présente aucun symptôme. On parle donc d'un porteur sain, mais on peut savoir s'il est contaminé uniquement par le test
c'est-à-dire qu'on détecte les anticorps anti-VIH dans son sérum. On parle donc du cas de la séropositivité, c'est-à-dire que la personne elle est séropositive. C'est-à-dire dans son sérum, il y a des anticorps anti-VIH. Pardon. Donc vous allez remarquer que pendant cette phase, il y a l'augmentation des anticorps. Pourquoi? Parce que les lymphocytes T4 ils vont activer les lymphocytes B pour produire des anticorps. Et aussi, il y a l'activation des ALT tueurs. Donc il s'agit de l'activation des deux voies de réponse immunitaire, la voie humorale par les lymphocytes B et la voie cellulaire par les ALT tueurs ou aussi appelés les TC, cytotoxiques. La deuxième phase, vous allez remarquer qu'il y a le virus, il résiste à l'intérieur des LT4, donc il n'est pas mort. Il attend donc les conditions favorables. Vous voyez qu'il commence à se multiplier. Lorsque le nombre du virus, la quantité du virus augmente, vous allez remarquer que les T4 vont diminuer, c'est normal. Pourquoi? Parce que le virus, il détruit les T4. Vous allez remarquer qu'il y a une diminution. Pendant cette phase, c'est une phase asymptomatique, il n'y a pas d'apparition de symptômes, mais c'est une phase où il y a que le système immunitaire commence à être détruit. La dernière phase, c'est la phase du sida déclaré. Pendant cette phase, vous allez remarquer qu'il y a une diminution remarquable des LT4, donc les VIH, elle va augmenter. Aussi, vous allez remarquer que puisque les LT4 vont diminuer, les LB ne seront pas activés, donc il y a une diminution de production des anticorps. La même chose, les LTC, cytotoxiques, ne seront pas activés, donc il y a une diminution. On parle donc ici de l'immunodéficience, ce qui donne l'opportunité aux maladies d'apparaître, c'est-à-dire des simples microbes peuvent causer des problèmes pour le corps. On parle donc des maladies opportunistes. Donc, à partir de ce texte, comme conclusion, le VIH il agit sur l'organisme une fois infecté selon trois phases principales. La phase primo-infection, pas de symptômes chez le sujet atteint, mais dans son sérum, on trouve des anticorps anti-VIH. Il y a donc des tests avec lesquels on peut savoir si la personne est atteinte du sida, le test ELISA par exemple. On dit qu'elle est séropositif ou porteur sain. Donc la deuxième phase, c'est la phase du pré-sida. Il est asymptomatique aussi, mais le nombre des T4 il diminue progressivement pour arriver à la dernière phase, c'est le sida proprement dit. Donc sida déclaré, il y a un déficit des T4 et puis l'apparition des maladies opportunistes. On a donc fini cet axe en relation avec le dysfonctionnement. Il nous reste uniquement un seul axe en relation avec la transfusion sanguine qu'on va traiter la prochaine fois. Inch'Allah, je vous remercie et à bientôt.